Il ne fait pas très beau, il y a beaucoup de nuages, sur Jupiter, je veux dire. Les images que vous avez vues sont des vraies images de Jupiter. C'est une sonde qui a effectué un survol de cette planète il y a quelques années, une sonde de la NASA, Juno, et qui nous ramène ces images où on voit des tempêtes, des éclairs même. Vous avez pu voir les éclairs poindre. Une planète très agitée, gazeuse, pas de sol, rien pour atterrir. Avec un temps pareil ici, on ne verrait pas les étoiles. Vous allez me dire, on ne les a pas beaucoup vues non plus pour l'instant. Tout à l'heure peut-être. De toute manière, on doit s'y faire, c'est l'automne. L'automne, saison quand même difficile pour se lancer dans des choses nouvelles. On ne sait jamais si on arrivera à le faire ou si on devra annuler. Alors, autant peut-être essayer de prendre du recul sur ce qu'on sait, ou plutôt sur ce qu'on croit savoir. On pourrait peut-être s'intéresser à ce qui ne marche pas bien dans notre vision de l'univers, dans ce qui ne colle pas tout à fait, ce qu'on a mis de côté. Et puis, comme la Toussaint approche et Halloween, on va aussi s'intéresser à tout ce qui est un peu étrange, un peu bizarre, même un peu morbide. Je vais vous parler de la mort des étoiles, des astres étranges qui naissent de cette mort. Bref, on va s'intéresser à tout ce qui cloche. Cette irruption de l'étrange, du bizarre, ne date pas d'aujourd'hui. C'est arrivé en Europe il y a 4 siècles. L'étrange, le bizarre, c'est quand quelque chose arrive que tout le monde croit impossible. Il y a 4 siècles, tous les Européens, et même toute la planète, a pu observer en plein jour la naissance d'une étoile. Si c'est vrai. Une étoile est apparue en plein jour, elle était évidemment là de nuit aussi, et elle est restée pendant 6 mois, aussi brillante que Vénus, et peu à peu son éclat s'est effondré. Peut-être qu'elle n'était pas vraiment née finalement, cette étoile, pour disparaître ainsi. Et effectivement, on sait maintenant que ce que les astronomes de l'époque et tous les témoins ont pris pour une nova, une nouvelle étoile, était en fait la mort d'une étoile. Car oui, les étoiles meurent aussi quand elles n'ont plus de carburant. Elles tombent en panne sèche. Leur carburant aux étoiles, c'est leur chair, leur masse, la matière même dont elles sont faites. Et elles sont faites de la matière la plus simple qui existe dans l'univers, l'hydrogène. Des noyaux d'hydrogène avec des électrons, quelque chose d'extrêmement simple, mais en grande, grande masse. Et que font-elles de ce carburant? Et pourquoi est-ce un carburant? Eh bien, les conditions dans les étoiles sont terribles. Il fait très chaud en surface, 6 000, 10 000, 20 000 degrés, mais à l'intérieur, au centre, il fait des millions de degrés. Et dans ces conditions, la matière est capable de fusionner. Elle fusionne, l'hydrogène fusionne avec l'hydrogène pour former de l'hélium, qui est un élément un peu plus complexe. Et c'est une réaction nucléaire que l'on a découverte au XXe siècle, qui dégage énormément d'énergie. Résultat, les étoiles ont du carburant pour très très longtemps et peuvent briller. Pas de problème. Mais alors, leur destin, il va dépendre de la quantité de carburant qu'ils ont. Les grosses étoiles ont plus de carburant, les petites étoiles ont moins de carburant. On pourrait croire que les grosses étoiles vont vivre très longtemps. Et en fait, c'est l'inverse. Les grosses étoiles, beaucoup plus grosses que le Soleil, vivent un instant comme ça à l'échelle de l'univers, 1 million d'années. C'est rien. La petite étoile comme le Soleil va vivre 10 milliards d'années, certaines plus longtemps.
certaines étoiles sont aussi vieilles que l'univers. Cela tient au fait que les grosses étoiles ont beau avoir plus de carburant, elles en dépensent beaucoup plus. Un peu comme les SUV, ça dépense beaucoup plus. Résultat, le carburant, il file en un rien de temps. Elles avaient 1000 fois plus de réserves, en 1000 fois moins de temps, elles ont déjà tout dépensé. Et elles terminent leur vie comme une étincelle. Alors que va devenir le Soleil, l'étoile qui nous intéresse? Le Soleil est une étoile assez commune. Des étoiles comme le Soleil, il y en a partout dans la Voie lactée. C'est une étoile de petite taille et son destin est évidemment déterminé par la masse d'hydrogène qu'elle a. Et un jour ou l'autre, elle n'en aura plus. Et comme dirait Madame le maire de Murviel et Montpellier, elle va rentrer en crise énergétique. Elle aura un problème de crise énergétique. Plus de carburant. Mais alors, s'il n'y a plus de carburant, ça veut dire que cette étoile, elle ne produit plus d'énergie. Mais par contre, elle consomme. Alors ça, elle consomme pour briller. Elle veut briller. Elle brille, elle brille. Elle consomme énormément, mais elle ne produit plus rien. Vous savez bien, vous les adultes, que ça ne peut pas continuer très longtemps. Il faut produire, sinon l'étoile n'arrive pas à garder sa forme. Si elle ne produit plus rien, ce qu'elle risque, c'est un peu comme notre société, c'est l'effondrement. Et effectivement, l'étoile, quand elle n'a plus de carburant, commence à s'effondrer sur elle-même. Et là, elle va avoir un premier sursis. C'est qu'en s'effondrant sur elle-même, elle diminue de taille. Elle est 10 fois plus petite. Mais toujours de la même masse. Alors sa température monte, comme quand vous comprimez votre pneu de vélo. La température monte, et là, des nouvelles réactions nucléaires qui auparavant n'étaient pas possibles, parce qu'il ne faisait pas assez chaud au centre, maintenant ces réactions sont possibles. L'hélium va fusionner pour former du carbone, de l'oxygène, c'est-à-dire la matière dont vous êtes fait et dont est faite la Terre. Premier sursis, elle a repris sa production. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'hélium. Ah ben oui, elle a tout consommé l'hélium pour le transformer en carbone et en oxygène. Donc à nouveau, effondrement. Elle s'effondre encore plus. Maintenant, elle fait la taille de la Terre. Et là, elle va être arrêtée dans son effondrement par une loi que connaissent les lycéens, qui s'appelle la loi d'exclusion de Pauli. La loi qui interdit à 2 électrons d'être dans le même état. C'est la loi que les lycéens utilisent pour comprendre la structure des atomes et des molécules, les schémas de Lewis et tout ça. Eh bien, cette loi va arrêter net l'effondrement, parce qu'on ne peut pas comprimer trop les électrons. Dès lors, il va se produire une onde de choc incroyable qui va rebondir et qui va arracher toute l'enveloppe de l'étoile et la projeter dans l'espace, avec son oxygène, son carbone, tout ça envoyé dans l'espace comme une couronne. Et il restera quoi au centre? Une petite étoile de la taille de la Terre, mais quasiment de la masse du Soleil, donc très très dense. Une cuillère à café de cette étoile pèse autant que la Terre. Cette étoile, elle ne produit plus. On a arrêté son effondrement. Elle ne produit plus d'énergie. Elle est mise à la retraite. Elle continue à briller, mais elle n'a plus d'énergie. Donc elle fonctionne sur le matelas de chaleur qu'elle a accumulé depuis le début de sa vie. On appelle ça une naine blanche. Naine parce qu'elle est très petite et blanche parce qu'elle est très chaude et donc très blanche dans son éclat. Le Soleil finira comme ça, je vous rassure, dans 5 milliards d'années. Et des étoiles comme ça, il y en a partout dans le ciel. Vous avez vu les télescopes dehors? Certains, vous les regardez à l'œil, d'autres, c'est des télescopes numériques. Le petit télescope numérique nous a permis de pointer sur une naine blanche et regarder ce qu'on voit. Ce petit télescope numérique, il met du temps à accumuler la lumière, il prend un temps de pause important. Et petit à petit, vous voyez l'image apparaître. Et ce que vous voyez, c'est plutôt une couronne de couleurs, une bulle de couleurs. Ça, c'est la matière qui a été renvoyée lors de l'explosion. La naine blanche, vous la distinguez à peine, elle est au centre. C'est un tout petit point blanc.
On peut évidemment utiliser des télescopes spatiaux pour avoir un portrait plus grandiose de cette nébuleuse. Et là, vous la voyez, toute la violence d'éjection de la masse. Des nébuleuses comme ça, il y en a plein. Elles ont toutes des formes avec des symétries étonnantes. On a l'impression des fois de voir des yeux humains. Regardez celle-là. Comme c'est en fait le destin d'une étoile de type solaire, c'est un peu une sorte de pierre tombale qui serait magnifiquement ornée, avec des dessins extraordinaires parmi les plus beaux qu'on peut voir dans l'univers, ces nébuleuses planétaires. Alors, en cette période de Toussaint, je vous invite à faire une sorte de visite guidée de cimetière où on va vous présenter les plus belles pierres tombales de l'univers.
voilà comment finissent les étoiles de la taille du Soleil. On les a appelées nébuleuses planétaires par erreur. Il y a 2 siècles, quand on a commencé à les voir dans les télescopes, elles avaient à peu près une forme ronde et à peu près la taille de Jupiter. Donc on a pris ça pour des planètes, mais ce ne sont pas des planètes. D'ailleurs, que deviennent les planètes quand leurs étoiles meurent? Alors, certaines sont absorbées par la croissance de l'étoile au moment où elle est en train d'aller vers son destin de naine blanche. Bételgeuse est en ce moment avec ses palpitations peut-être dans un destin de ce genre-là. D'autres planètes peuvent mourir parce que géologiquement, elles ne vivent plus. Vivre géologiquement pour une planète, c'est qu'il y a une tectonique des plaques, qu'il y a un magma, qu'il y a du mouvement. Quand la planète s'arrête géologiquement, elle est, on peut dire, morte. Mais il y a d'autres destins qui sont vraiment étonnants, dont j'ai envie de vous parler, en particulier parce qu'elles ont été découvertes par un astronome de Montpellier. Au XIXe siècle, Édouard Roche, donc astronome à Montpellier, en utilisant la théorie de la gravitation, a compris que la gravitation, certes, c'est l'attraction, tout attire tout, mais comme toute attraction, comme tout amour, c'est aussi du tiraillement, du déchirement. Et on retrouve ça. Les effets de marée, c'est ça. La marée, vous le savez, c'est le fait que le niveau de l'océan monte 2 fois par jour, parce que la Lune tire d'un côté sur l'eau de la Terre et aussi de l'autre côté. C'est un peu dur à comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Mais ce que fait la Lune sur l'eau, elle le fait aussi sur la croûte terrestre. La croûte terrestre, 2 fois par jour, monte de 50 cm. C'est une petite marée parce que la croûte est évidemment moins mobile que l'eau. Ce que la Lune fait sur la Terre peut le faire aussi sur la Lune. La Lune également soulève la croûte terrestre de la Lune. Et voilà ce que ça fait. Il y a bien longtemps, la Lune tournait sur elle-même. Mais maintenant, vous avez remarqué une chose? Quand on regarde la Lune, on voit toujours le même visage, mais ce n'est pas celui-là. C'est quoi ça? C'est la Lune, mais ce n'est pas la Lune qu'on connaît. C'est la face cachée. C'est l'autre côté de la Lune, caché aux hommes. Hein. On peut envoyer un satellite, et c'est ce qu'on a fait, pour en faire une photo. Mais pourquoi la Lune nous montre-t-elle toujours le même visage? Eh bien, ce sont ces effets de marée. Ces effets de marée, il faut les imaginer comme la Terre qui prend dans ses mains la Lune alors que la Lune tourne sur elle-même. Et la Terre serre avec ses effets de marée, et au bout de centaines de milliers d'années, elle a réussi à arrêter la rotation de la Lune. La Lune tourne toujours autour de la Terre, mais elle lui présente le même visage que la Terre tient très fermement dans ses bras de marée. Mais la petite Lune, elle doit faire la même chose avec ses petits bras sur la Terre, sauf qu'elle a des tout petits bras. Alors la Terre qui tourne très vite, elle ne se laisse pas arrêter comme ça en 100 millions d'années. Mais elle ralentit. On a pu vérifier par des mesures géologiques qu'il y a 300 millions d'années, le jour durait 22 heures. La Terre tournait plus vite et il y avait 400 jours par an. Dans 300 millions d'années, ça sera l'inverse. Le jour fera 26 heures. Le jour n'a pas toujours fait 24 heures. Et normalement, il y aura un jour où la Terre et la Lune se regarderont les yeux dans les yeux tout le temps. Et ça sera dans plusieurs milliards d'années et un jour durera 47 jours actuels. Étonnant ces effets de marée. Si on veut en voir de plus étonnant, il faut aller vers quelque chose de plus gros que la Terre. Regardons Jupiter. Vous l'avez vu tout à l'heure, très agitée. De près, là on la voit plus générale. Et vous la voyez, cette petite bille qui est devant, on voit son ombre portée. Cette petite bille, c'est le satellite qui est le plus proche de Jupiter.
Il s'appelle Io. Vous imaginez que avec la grosse Jupiter et ses grosses mains, les forces de marée, ça doit être quelque chose. On va aller regarder quelle gueule il a de près, ce satellite. Et effectivement, il a l'air un peu travaillé. Les forces de marée sont telles qu'il y a un volcanisme à la surface de ce satellite qui est partout. Et toutes les belles couleurs que vous voyez, c'est de la lave qui a coulé dans tout ce qu'on appelle des mers, un peu comme il y a eu sur la Lune. Les forces de marée tiraillent Io, mais Io n'est quand même pas en danger. Il n'est pas encore assez près pour être vraiment en danger. Regardons ce qui se passe quand on s'approche trop près. Regardons Saturne. Saturne est connu pour ses anneaux magnifiques, des micro-sillons très réguliers avec des trous. Sachez que ça semble noir alors que c'est de la glace la plus pure. 99% d'eau, plus pure que la glace du congélateur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces anneaux qui font 140 000 km de diamètre font 10 mètres d'épaisseur. C'est plus fin que le plus fin des rasoirs. Et ça, on le voit mieux sur l'image qui suit, où on regarde les anneaux par la tranche. Vous voyez aussi un petit satellite. Il n'est pas au-dessus des anneaux, il est plus loin de Saturne. Il s'appelle Thétis. Et vous pourrez le voir, si les nuages partent, dans le télescope tout à l'heure. Alors, comment se fait-il qu'il y a ces anneaux? On n'a pas totalement résolu le mystère. On ne sait pas s'ils ont été créés il y a 100 millions d'années ou au début du système solaire. Il y a un débat entre Européens et Américains. Si vous allez sur Google, vous allez plutôt avoir la réponse des Américains. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on comprend pourquoi ils restent. Et ils restent à cause des forces de marée. Mais si on veut vraiment comprendre la taille qu'ils ont, il n'y a pas le choix. À un moment, il faut parler le langage de la physique, le langage de l'astronomie. Et ce langage, c'est le langage mathématique. Pas le choix. À un moment, il faut en passer par les équations pour mieux comprendre. Je vous invite à suivre la démonstration.
Donc vous voyez, en fait, il y a une limite en deçà de laquelle toute matière est en danger. En deçà de cette limite qui s'appelle la limite de Roche, qui est donc 2,5 fois la taille de la planète, que ce soit Saturne, Jupiter, la Terre, ça marche, eh bien, tout corps est voué à la destruction. Au-delà, le corps peut subsister. C'est pour ça qu'en deçà de cette limite, qui est justement égale à 140 000 km pour Saturne, il y a des anneaux. Les anneaux rentrent en collision, mais à chaque fois sont séparés par les forces de marée. Au-delà, les satellites peuvent exister. On a besoin des mathématiques pour approfondir notre compréhension. On a besoin d'une physique pointue, et ça va nous amener à d'autres destins encore plus étranges que ces forces de marée. Les astres qui naissent quand les étoiles meurent. On a vu la naine blanche. La naine blanche, donc cette étoile mise à la retraite qui vit sur son matelas de chaleur. La plupart des étoiles, elles ne vivent pas seules. Elles ne sont pas comme le Soleil. Elles sont en couple. Elles ont une étoile compagnon. On appelle ça des binaires. C'est la majorité des étoiles. La naine blanche, elle peut avoir un compagnon ou une compagne. Par exemple, ça pourrait donner ça. La grosse étoile, c'est le compagnon, la compagne, toujours en activité, produit son énergie, travaille. La naine blanche, elle est toute petite, elle est dans ce disque bleu, elle ne fait plus rien, elle est à la retraite. Mais vous remarquez que qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit sur le compte de sa compagne. Regardez. Elle lui prélève continuellement de la matière. Par les forces de marée, justement. Ça s'appelle un lobe de roche. De la matière tombe continuellement en spirale sur la naine blanche. Vous allez vous dire, bon, chaque couple fait ce qu'il veut. Mais ça va poser problème. Parce que la naine blanche, qu'est-ce qui fait qu'elle s'était arrêtée au stade de naine blanche? C'est qu'elle avait rencontré cette interdiction à 2 électrons d'être dans le même état. Sauf que s'il y a trop de masse, les électrons, au bout d'un moment, ils laissent tomber. Ils disent non, là, nous, on ne peut plus. Là. Et toute la masse qui se rajoute, là, à un moment, va dépasser ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons, et l'effondrement va reprendre. Et là, ça donne ça. L'étoile explose. Elle disparaît littéralement. Il n'en reste plus rien. Vous voyez que l'étoile compagnon est toujours là. Ça a dû secouer un peu quand même, mais cette explosion, c'est exactement ce qu'ils avaient vu il y a 400 ans, une étoile apparaître en plein jour. Et c'est celle-là qu'ils avaient vue. Il y a 400 ans, cette énorme boule de feu n'était qu'un point. C'était le début de l'explosion. En 400 ans, l'onde de choc que vous voyez en bleu, qui se déplace à 10 000 km par seconde, a fait un voyage énorme dans l'espace et fait maintenant à peu près 1 année-lumière de diamètre. C'est un astre énorme. C'est le cadavre de cette explosion qu'on appelle une supernova de type 1A. Vous voyez bien que c'est la masse qui détermine tout. Si je mets encore plus de masse dans mon étoile, les électrons, ils laissent tomber tout de suite, là, ils ne peuvent pas retenir. L'effondrement va donc plus profond. L'étoile devient plus chaude. Et alors qu'elle ne fusionnait auparavant que l'hydrogène, l'hélium, maintenant elle est tellement chaude qu'elle fusionne. Le carbone, l'oxygène, elle en fait du silicium, du fer. Elle a un 3e sursis, mais ça ne dure pas longtemps du tout. Et quand il n'y a plus de carbone, plus d'oxygène,
Il faut brûler le fer. Et là, problème de physique fondamentale, le fer ne brûle pas au sens de la fusion nucléaire. Quand vous prenez 2 noyaux de fer et que vous essayez de les fusionner, eh bien, il ne se passe rien parce que le fer est dans un tel état de stabilité qu'il ne peut pas évoluer. Donc, la production d'énergie s'arrête et l'effondrement reprend. Jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle interdiction. Pas les électrons, ils sont déjà hors du jeu. Les neutrons disent « Stop ! On ne veut pas être trop tassé. Pas plus que 2 par place. » Ça s'arrête. Et là, vous n'avez pas une naine blanche qui fait la taille de la Terre. Vous avez une étoile à neutrons qui fait la taille d'une ville. 20 km de diamètre et la même masse que l'étoile. Quand vous prenez une cuillère à café, ça pèse pas 1 tonne, comme la naine blanche, ça pèse autant que la Terre. Et si on met encore plus de masse, encore plus les neutrons enfoncés, pareil, ça continue l'effondrement. Mais alors, s'il n'y a plus les électrons pour arrêter l'effondrement, s'il n'y a plus les neutrons, mais il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui se passe quand un pouvoir a éliminé tous les contre-pouvoirs et que plus rien ne s'oppose à son action? Il se passe ce qu'on appelle un cataclysme, une catastrophe. Et en astrophysique, une telle catastrophe, c'est l'apparition d'un trou noir. Un trou noir, c'est la gravitation qui agit et auquel plus rien ne peut s'opposer. J'aimerais bien vous montrer une image d'un trou noir. Vous allez vous dire, bah ouais, comme c'est noir, on risque pas de le voir. Non, on sait faire des photos de trous noirs, mais des gros. Les petits, pour l'instant, on n'arrive pas. Mais on pense que dans cette nébuleuse-là, avec son rose un peu artificiel, on pense qu'au centre, il y a un trou noir. Tout était réuni pour que ça soit le cas. Donc, tous ces astres étranges, ces cadavres, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs, c'est l'évolution naturelle de toutes les tailles des différentes étoiles. Qu'est-ce qui peut être plus bizarre qu'un trou noir? 2 trous noirs. Eh oui, les enfants, ils comprennent ça tout de suite. Et pourquoi ils seraient 2, les trous noirs? Parce qu'ils vivent en couple. Les étoiles vivent en couple. Si c'est des étoiles très très grosses, il y en a une qui va partir en trou noir un peu avant l'autre, l'autre va pas tarder à suivre, et puis après, ils vont vivre en trou noir, à tourner l'un autour de l'autre. Et que va-t-il se passer s'ils s'approchent un peu trop l'un de l'autre? Un cataclysme encore plus fou que je vous invite à imaginer.
C'est très étrange, hein, cette animation qui vous montre que deux trous noirs qui fusionnent déchaînent un cataclysme qui émet ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. On vous fait croire sur cette animation que la Terre bouge comme de la gelée de framboise. Quand l'onde gravitationnelle passe, non, elle se déplace de 1 ou 2 atomes. Mais ça, on sait le détecter. Et ces ondes gravitationnelles ont été détectées il y a quelques années. Et maintenant, un peu partout dans l'univers, on est capable de dire 2 trous noirs de masse 8 masses solaires et 16 masses solaires viennent de fusionner ici. Et là, c'est une étoile à neutrons et une autre étoile à neutrons qui viennent de fusionner. On est à ce niveau de précision. Parce que derrière, il y avait une théorie, la relativité générale, très établie. Mais il ne faudrait pas croire que toutes les découvertes en sciences sont prévues comme ça, annoncées, on y travaille pendant 30 ans et à la fin, on a le juste succès de ce long labeur. Non, il y a beaucoup de découvertes en sciences qui se font par hasard et même, encore plus intéressant, en cherchant autre chose, voire en cherchant le contraire de ce qu'on trouve. J'ai 2 histoires édifiantes à vous raconter et elles se passent toutes les deux dans les années 60, à l'époque de ce qu'on appelle la radioastronomie. La Seconde Guerre mondiale était passée par là, des radars avaient vu le jour, et des astronomes qui sont plutôt pacifistes préfèrent utiliser les radars pour regarder le ciel que de regarder les Russes ou les Américains. Donc, eux, ils pointent les radars vers le ciel, et ce qu'ils remarquent, c'est que le ciel, il a l'air d'envoyer des signaux radio. Alors, c'est l'histoire de ces 2 radioastronomes, ingénieurs chez les laboratoires Bell, télécommunications. On leur dit, les gars, on vient d'envoyer un satellite, hein, vous savez, c'est le début des satellites les artificiels, les années 60. On veut communiquer avec, on communique par radio, donc faites une antenne qui fait que les échanges radio avec le satellite marchent bien. Alors, ils travaillent très bien, ils testent leur antenne, et ils ont beau tester leur antenne sous toutes les coutures, il y a toujours un bruit de fond. Il y a toujours un grésillement, toujours permanent. Les émissions radio, du moins les réceptions radio, se mesurent en degrés de température. C'est comme ça qu'on dit. Et ils disent il y a un bruit de fond de quelques degrés qui est toujours là. Alors au début, on a cru que c'était la ville de New York qui nous envoyait des parasites, mais c'est pas ça. On s'est dit mais c'est peut-être les explosions nucléaires dans le Pacifique, mais c'est loin quand même. La ceinture de Van Allen qui protège la Terre du vent solaire. Non, ils ont même pensé que ça pouvait être un couple de pigeons qui s'était logé dans l'antenne. Alors ils ont délogé le couple, mais il y avait toujours ce fond radio. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a, notre récepteur? Il ne marche pas, il a un problème. Et ce qui était bizarre, c'est que ce récepteur, il pouvait le pointer dans toutes les directions de l'espace, et il y avait toujours le même fond, toujours le même, 2,7 degrés. Bon là, eux, ce n'est pas des théoriciens, ils vont voir, ils ont des universités, Princeton pas loin, ils vont voir les théoriciens, et ils leur disent « Ah, mais il y a un Russe, Gamov, qui en 1942 a prédit que l'univers, quand il est né, devait avoir émis un signal qui, à l'époque, était en lumière visible, qu'on voyait, mais qui, depuis, s'est étiré, et on devrait le recevoir dans les ondes radio, et il devrait mesurer quelques degrés, voire 10 degrés. » C'était ça, ça collait bien. Et la suite l'a démontré. Ils avaient découvert la lumière que l'univers avait émise quand il est né. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on reçoit encore, dans cette pièce, il y en a, de la lumière qui date du début de l'univers. Alors ça a été un succès énorme et la cosmologie a été bouleversée, l'étude de l'univers, par cette découverte. Et le dernier né, la dernière production qu'on a pu faire à partir de cette connaissance, c'est celle-là. Voilà la carte du ciel qu'on obtient maintenant, après des années d'études. Elle a été faite par un satellite européen qui s'appelle Planck, qui a été couronné de succès. Il a mesuré la température exacte de ce bruit de fond dans toutes les directions. Il faut imaginer que c'est une planisphère, c'est-à-dire que c'est comme la carte du monde, vous avez à gauche l'Amérique, à droite l'Asie, la Russie, l'Océanie, voilà. Mais ça, c'est la carte du ciel, représentée comme une map monde. Donc, quand vous allez à gauche, vous revenez par la droite. Mais quand vous allez en haut, vous n'arrivez pas en bas. Quand on va au pôle Nord, on ne se retrouve pas au pôle Sud. Donc ça marche comme ça, cette carte. Elle est repliée sur elle-même.
vous avez l'impression qu'il y a plein de petits détails, mais concrètement, le détail que vous voyez, c'est le 6e chiffre après la virgule de 2,73154. Après, il y a un chiffre. C'est le 6e chiffre après les virgules que vous voyez. C'est-à-dire que la température, elle est la même partout, sauf le 6e chiffre après la virgule. Et ce qui est fou, c'est que les physiciens, ils bossent sur le 6e chiffre. Ils disent « Ah ouais, tiens, il est comme ça le 6e chiffre. » Ah mais dans ce cas-là, mais ça, on peut dire ça alors. Sérieusement. C'est-à-dire que là, il y a une mine d'or là-bas. Il y a eu des milliers de publications à partir de ce genre de choses. Ça ne parle pas forcément comme ça, mais vous n'allez pas me croire. Hein. Mais ça, c'est du son. Je ne dirais pas que c'est de la musique, mais c'est du son. D'ailleurs, vous, Eric, les guitaristes, vous parlez d'harmonique. Ouais, voilà, les harmoniques. Ben, nous, on parle d'harmonique. Nous, là-dessus, on fait de l'analyse en harmonique sphérique. Alors, on se la pète un peu avec le sphérique, mais on fait de l'analyse harmonique. Il y a aussi, Evelyne, des résonances. Selon que tu fermes un tube, un trou ou pas. Eh bien, nous aussi, on a des interférences entre ondes sonores. Tout ça, c'est du son. Et l'objet qu'il représente peut-être le mieux, Arnaud, c'est la batterie, en fait. Parce que ça, l'univers était comme une peau de tambour. Une peau de tambour, quand on tape dessus, elle vibre. Elle a plein qu'on appelle de modes de vibration. Il y a des modes simples, il y a des modes compliqués, et tout ça se superpose. Ça vibre dans tous les sens. Et c'est là, toutes les vibrations, vous voyez, des grandes vibrations, des petites vibrations, tout se mêle. Mais c'est quoi le rapport avec la lumière ? Ça, c'est de la lumière, c'est pas du son. Mais c'est que à cette époque-là, son et lumière, c'était non pas la même chose, mais c'était ce qu'on appelle couplé. Tout ce que faisait le son, la lumière le faisait, et inversement. C'est-à-dire qu'à cette époque, la lumière a pris l'empreinte de ce que faisait le son. Toutes les vibrations du son se sont imprimées dans la lumière. Et dès que la lumière a été libérée, elle a pu voyager en ligne droite jusqu'à nous, sans être perturbée. Elle est arrivée intacte. C'est-à-dire que la lumière que l'on reçoit, c'est exactement la lumière qui a été émise, si ce n'est qu'elle a été étirée. Ça, c'est quand même un miracle. Mais grâce à ça, on est capable de savoir comment était l'univers à cette époque. Et ça, c'est quand même incroyable. Et cette lumière, elle est là. Et depuis que vous êtes né, vous la recevez, mais vous ne le savez pas. Vous êtes dans un bain de lumière du Big Bang depuis que vous êtes né, sans le savoir. Édifiant, une autre histoire édifiante, tiens d'ailleurs, est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes qui sont scientifiques et qui ont eu le prix Nobel ? Non, visiblement. Si, ça va revenir. Marie Curie. J'allais le dire. Ah, moi aussi, j'allais le dire. Eh bien, il y en a une qui l'aurait bien mérité, et c'est elle. Cette femme, elle est toujours vivante. Elle s'appelle Jocelyn Bell, et dans les années 60, elle était toute jeune avec ses couettes. Et elle travaillait dans un laboratoire prestigieux. Elle avait un directeur de thèse qui lui avait dit ce sur quoi elle devait travailler. Et elle devait travailler à faire des relevés radio d'une nouvelle population qu'on appelait quasars, des quasi-étoiles. On ne comprenait pas ce que c'était. On sait maintenant que ce sont des trous noirs supermassifs. Et le directeur de thèse lui avait dit, tu vas travailler la nuit et le jour, et tu vas faire un relevé complet du ciel. Tu vas enregistrer le signal radio. Alors les antennes ne bougeaient pas parce qu'elles étaient trop grandes. C'est le ciel qui bouge devant l'antenne, donc le ciel défile devant l'antenne. L'intérêt des analyses radio, c'est qu'on peut travailler le jour, même quand il y a des nuages. Les ondes radio, elles passent. Donc on enregistrait sur une bande papier tout le signal radio, un peu comme un encéphalogramme, vous voyez, enregistré avec un crayon sur un papier. C'est la machine qui le faisait. Au final, ça faisait 120 mètres de papier par jour. Et l'étudiante, elle reprenait sa caisse le lendemain matin et elle regardait tout à la recherche de signaux caractéristiques de quasars.
Epineutea quasar, voilà. Et un jour, elle est tombée sur un détail qui tenait sur 0,5 mm, 0,5 cm. Un truc qui ne pouvait pas être un quasar et qui ne pouvait pas être des interférences radio. Elle est allée voir son directeur de thèse et il a dit c'est bizarre. Il dit oui, effectivement, c'est bizarre. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mieux voir, parce que sur 5 mm, on ne voit rien. Elle a dit c'est simple, il suffit de faire passer le papier plus vite. Comme ça, on voit mieux. Alors, elle se présente au bon moment quand elle pense que l'astre va être là et elle passe le papier très vite et puis il n'y a rien. Alors, elle revient le lendemain et le lendemain, elle arrive à avoir le signal et voilà ce qu'elle voit. Elle a regardé sa bande et elle voit un pic, un pic, un pic. Ah, tiens, bizarre, pas de pic. Un pic, un pic, un pic, pas de pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, pas de pic, pas de pic, pas de pic. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est super rythmé, le rythme est très régulier. Et en même temps, les pics sont très serrés. Alors là, son directeur de thèse, sûr de lui, un truc comme ça c'est humain, ça. Un truc régulier comme ça, c'est une machine. C'est d'origine humaine, ça doit être New York, ça doit être... Mais elle n'était pas sûre. Parce qu'elle avait remarqué que l'astre, il revenait tous les jours à la même heure, moins 4 minutes. Et ce petit décalage de 4 minutes, ça signe des événements qui viennent de l'univers. Donc ça devenait vraiment intéressant. Alors évidemment, c'est dur de publier un truc aussi étrange, parce que honnêtement, un astre qui fait ça, il doit être très petit, et en même temps, comme il est super régulier, il doit être très gros. Donc il y a un peu une contradiction. Alors ils en ont cherché d'autres, ils en ont trouvé d'autres, ça les a rassurés, et là ils se sont dit, c'est bon. Regardez ce que ce type d'astre, ce signal dont je vous ai parlé là, ça ferait si je le changeais en son. Elle a raison, Jocelyne. Hein. C'est clair, hein, il garde le rythme. Hein. De temps en temps, ça rate, mais le rythme, il le conserve. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, elle est allée voir des théoriciens, c'est pareil. Son directeur de thèse, il disait « ça doit être une naine blanche ». Et il y avait un théoricien un peu plus important, éminent, Fred Hoyle, qui lui a dit « non, ça, je pense que c'est une étoile à neutrons. Un truc qui tourne 100 fois par seconde sur lui-même, il faut que ça soit très petit. Une naine blanche, c'est trop gros. Une étoile à neutrons, ça fait 20 km. Ça peut tourner très très vite comme une toupie. Ça ferait un peu ça. Comme un phare qui tourne très très vite et de temps en temps, le phare passe devant nos yeux. Bip, bip, one missing. Bip, 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 one missing. C'est pas tout à fait régulier, mais en même temps extrêmement régulier. En plusieurs milliards d'années, ça ne perd même pas une fraction de seconde la période d'un pulsar. Elle avait découvert ce qu'on appelle les pulsars et qui sont en fait des étoiles à neutrons. Vous pensez que ça méritait le prix Nobel? Oui, vous avez raison. Vous pensez qu'elle l'a eu? Non. C'est son directeur de thèse qui l'a eu, à sa place. Heureusement, depuis, elle a été récompensée par de nombreux prix. C'était les années 60. N'est-ce pas, Belle?
Alors des découvertes comme ça qui se terminent bien. On découvre des choses certes par hasard, mais les théoriciens ont fait le travail. On va les voir et disent « Mais évidemment, c'est ça. Je l'ai écrit il y a 25 ans, regardez. » Eh bien, ce n'est pas toujours. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes il y a longtemps et on ne comprend toujours pas ce que c'est. Et ça, la cosmologie moderne, elle en est remplie. Le bilan est d'ailleurs assez inquiétant, comme je vais vous le montrer. On sait beaucoup de choses, on quantifie même notre degré d'ignorance, mais fondamentalement, on ne sait pas ce que c'est. Commençons par cette image. C'est très joli, déjà. Ce sont des galaxies réunies en amas. C'est comme des îles réunies en archipels. Et les grains de sable sur les îles, c'est les étoiles. Voilà. Si vous comptez le nombre de galaxies, ou si avec vos détecteurs, vous regardez combien de lumière vous recevez, vous êtes capable de dire combien il y a de matière. Vous êtes capable de peser ce qu'on appelle la lumière visible, la lumière que l'on voit. Vous la pesez. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il y a aussi d'autres détails. Si vous regardez bien, il y a des arcs bizarres. Ce sont comme les mirages que l'on voit quand il fait très chaud l'été. On voit des mirages, des formes bizarroïdes au-dessus de la mer, au-dessus des routes. Là, ce n'est pas quand il fait trop chaud, c'est quand il y a trop de masse. Quand il y a trop de masse, la lumière prend des parcours qui créent des mirages, qui déforment les images des galaxies. Eh bien, la théorie est très bien comprise et à partir du degré de déformation, on est capable de déduire toute la masse qu'il doit y avoir pour expliquer ces aberrations, ces mirages. Donc d'un côté, avec ce qu'on voit, on a la masse visible et avec les déformations des mirages, on a la masse complète, visible et non visible. Et le bilan, c'est ça. Je veux dire que là, c'est plus lourd. Il y a environ 5-6 fois plus de masse autre que visible que ce qu'on voit. Il y a donc là-dedans quelque chose qui a de la masse, qui fait de la gravitation, mais qui n'émet pas de lumière. On a appelé ça en français matière noire. Les Anglais préfèrent dark matter, matière sombre. Ça veut dire dans les deux cas qu'on ne comprend pas trop ce que c'est. Elle aurait changé de nom si depuis on avait compris ce que c'est, mais elle s'appelle comme ça depuis les années 30 et on continue à l'appeler comme ça. Ce qui est paradoxal en science, c'est qu'on peut très bien ne pas comprendre ce que c'est, mais savoir beaucoup de choses dessus. C'est-à-dire qu'on a énormément de mesures très fiables, très fidèles, mais au final, ça ne nous dit pas ce que c'est. Ce ne sont pas des protons, pas des électrons, pas des trous noirs, pas des Jupiters, pas des neutrinos, ce ne sont pas non plus des actions, du moins à ma connaissance. Il y a des gens qui travaillent là-dessus pendant 20 ans qu'on laissé tomber parce qu'ils ne détectent rien. C'est assez frustrant et en même temps, on sait énormément de choses. On est peut-être au bord d'une découverte, mais pour l'instant, ça reste de la matière noire. Certains disent « Non, mais là, votre matière, elle n'existe pas. C'est vos équations qui sont fausses. Et vos équations vous font croire qu'il y a de la matière, mais il n'y en a pas. » Et d'autres disent non, ce que tu racontes, ça ne marche pas. Ton modèle, je le connais, je l'ai essayé, il ne marche pas sur ce que moi j'ai regardé. Donc la communauté n'est pas d'accord, ils ne se battent pas, hein, mais on n'est pas d'accord, il n'y a pas de consensus, donc pour l'instant on ne sait pas ce que c'est. Le problème, c'est qu'on est capable de dire combien il y en a dans l'univers. On sait faire ça à partir de la carte là, du 6e chiffre après la virgule. On sait que ça représente 27% de toute l'énergie qu'il y a dans l'univers. C'est quand même pas mal. Si un soir vous rentrez et que votre femme vous dit « Chérie, il y a 27% de ton salaire, je ne sais pas où il est passé », vous vous inquiétez. Nous, c'est un peu pareil. C'est quand même pas mal. Mais il y a pire. Et pour ça, on va réutiliser les naines blanches quand elles sont avec un compagnon. Vous vous rappelez qu'au début, ça se passe bien, et puis à un moment, ça part en ouaille. Eh bien, là, ces étoiles qui explosent, on les utilise parce qu'on sait exactement quand est-ce qu'elles partent en ouaille. Elles partent en ouaille quand il y a trop de masse pour que les électrons ils disent « nous, on ne tient pas, on laisse tomber ».
Et ça, c'est une masse très précise qui a été déterminée, qui fait 1,4 fois la masse du Soleil. Donc, dès lors, on sait exactement combien de lumière elle nous envoie cette explosion. Et donc, si elle est à Béziers ou si elle est à Francfort, on est capable de le dire en fonction de la quantité de lumière qu'on reçoit. On est capable de trouver la distance. Ça s'appelle une chandelle standard. Et des gens utilisent ça depuis la fin des années 90 pour comprendre l'univers. Et en utilisant par exemple la lumière de cette petite étoile là, qui est une supernova de type 1A, qui vient d'exploser à la périphérie de cette galaxie, de cette crêpe énorme là, qui contient des centaines de milliards d'étoiles, eh bien, on est capable de dire à quelle distance est cette galaxie. Et à partir de ça, ils ont fait un constat. Tous les livres des années 80, tous ceux qui ont mon âge, là, qui ont des livres qui datent de quand ils étaient collégiens, vous pouvez balancer, hein, disaient « Oui, l'univers, il est en expansion, mais ça va peut-être ralentir et peut-être même que ça va se recontracter. » En 1998, on a démontré que non seulement ça s'étend, mais ça s'étend de plus en plus vite. Tout s'éloigne de plus en plus vite. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, si bien que dans quelques milliards d'années, on ne pourra même plus voir une galaxie dans le ciel, on ne pourra même plus faire de cosmologie. À partir de ça, on a été capable de donner un chiffre. Et là, le chiffre est embêtant. Ce qui crée cette accélération de l'expansion de l'univers, on l'a appelé énergie noire. Vous comprenez que ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce que c'est. C'est de la dark energy. Et on a été capable de dire combien il y en a. Eh bien, il y en a 68% dans l'univers. Je veux dire que 68% du contenu en énergie de l'univers, c'est de l'énergie noire. Donc, je fais la somme, 27% de matière noire ou sombre, 68% d'énergie noire, ça fait 95% du contenu de l'univers qui est sombre et dont on ne sait pas ce que c'est. Très honnêtement, hein. On a par contre énormément de connaissances de toutes leurs propriétés, mais fondamentalement, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Les physiciens, ils aiment bien savoir c'est quoi ? C'est une particule ? C'est quelle particule ? Elle appartient à quel groupe quantique, etc. Mais là, on ne sait pas. On sait pas. Donc ça veut dire qu'on comprend 5%, les astrophysiciens. Mais vous, ici, ce que vous connaissez, c'est les étoiles et c'est 0,5% du contenu de l'univers. Les 4,5% complémentaires pour les 5%, c'est du gaz qu'on ne voit pas à l'œil nu, on le voit en rayon X, c'est du gaz qu'il y a dans les amas, comme je vous ai montré l'image avec les déformations des mirages. Il y a plein de gaz qu'on voit et qui est réel, qui représente 5%. Donc 95% de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche pour la recherche, parce qu'évidemment, nous, c'est ça qu'on aime. Une mission qui trouve ce qu'on avait prévu, mais ça ne nous intéresse pas tellement. Parce que... Ok, on le savait. Et donc, il y a des batailles entre gens qui disent « mais il faut arrêter de chercher un truc qu'on a prédit. Il faut simplement tout regarder et au hasard, on va bien trouver des choses. » Ça se défend. Dans tous les cas, moi, je pense que je reprendrai bien à mon compte la phrase de Jocelyn Bell. Je pense qu'effectivement, ce qui est important dans la recherche, c'est pas forcément de faire tout le temps des découvertes, on peut rater, on peut lancer une mission qui échoue, mais l'important, c'est de garder le rythme. Et à ce rythme-là, vu la vitesse à laquelle ça va, on va faire des grosses découvertes dans les décennies qui viennent. Voilà, notre automne, la saison du jour est terminée et je vous laisse vous projeter vers l'hiver, saison de la renaissance, saison qui prépare l'avenir.